Je vais d'abord faire l'appel. Madame Angulo, Emeline Arondel, Jean-Gilbert Vapsal, Lynn Baraduc, Christian Boyer, présent. Dominique Cavaillol, il arrive. Didier Casimajo a donné pouvoir à Jean-Claude Pérez. Jean-Noël Clamour, présent. Dominique Clavier, Hélène Doro, Daniel Dubourg, Philippe Dubourg, Dominique Fauvet, Christine Forestier, Marie Fortinon, Marc Gauthier, Hervé Gillet, il arrive. Jean-Pierre Manceau, je l'ai vu. Patricia Peigné. Jean-Marc Pelletan. Anne-Marie Penaud. Jean-Claude Pérez. Maggie Perronin a donné pouvoir à Jean-Claude Clamour. Jean-Noël, pardon, Clamour. Marie-Françoise Ronflette a donné pouvoir à Bernard Mateille. Jean-Patrick Soulet. Bruno Trélit a donné pouvoir à Lynn Baraduc. Et Mathieu Truffard. Merci. Donc avant de l'intervention de M. Châtelier, nous allons passer à la délibération numéro 1. Tout d'abord, est-ce que tout le monde a reçu le dernier compte rendu sous la forme qui lui convient? Je pense que maintenant tout est matérialisé, dématérialisé. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce compte rendu? Écoutez, je vous propose qu'on l'adopte en l'état. Qui est contre l'adoption de ce compte rendu? Qui s'abstient? Merci. Je considère que le compte rendu a été adopté à l'unanimité. Et puis il me faut maintenant un secrétaire de séance. Un secrétaire de séance. Lynn Baraduc, merci beaucoup. Voilà. Donc, point numéro 1, urbanisme, poursuite de la révision PLU de la commune de Prégnac. Donc, vous savez qu'on a pris la compétence PLU l'année dernière. L'arrêté préfectoral date de la fin d'année. Et donc, la délibération, vous l'avez affichée derrière, vous l'avez tous eu chez vous. Donc, vu la demande formulée par le conseil municipal du 14 décembre 2015 de la commune de Prégnac, afin que la communauté de communes poursuive la démarche entamée de révision de PLU, vu l'importance de ce document d'urbanisme pour la commune, M. le Président propose au conseil communautaire de donner une suite favorable à cette requête. Donc, vous comprenez qu'effectivement, on aura plusieurs délibérations à prendre dans ce même sens au cours de cette séance. C'est pour continuer le document sur la commune de Prégnac. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette délibération, qui est une délibération purement administrative? Donc je vous propose que l'on passe au vote avant d'entendre M. Châtelier, qui est contre cette délibération, qui s'abstient. Merci beaucoup. Je considère que cette délibération est adoptée à l'unanimité. À vous, M. Châtelier. Bonsoir à tous. Donc on va afficher le petit support diaporama qui va accompagner cette présentation. Juste en introduction, donc je vais essayer d'être bref dans cette présentation du PADD. Expliquer donc effectivement suite à l'annulation du PLU de la commune de Prégnac, la commune avait anticipé l'année dernière l'élaboration d'une révision, enfin plutôt la révision de son plan local d'urbanisme par anticipation. Cette démarche, donc, on peut passer sur la prochaine diapo, pour bien montrer le calendrier dans lequel on travaille. Cette élaboration a donc été entamée à la fin du printemps de l'année dernière, 2015, et nous a conduit à avoir un timing très resserré, un temps de travail très resserré pour doter la commune le plus rapidement possible d'un nouveau document d'urbanisme acceptable par l'ensemble des partenaires publics et associés qui nous accompagnent. Sachant que si la commune ne se dote pas d'un document d'urbanisme d'ici au mois de mars 2017, dans un an, son poste sera caduc et donc elle va retomber sous RNU, ce qui est assez problématique pour une commune comme Prégnac, où il y a quand même des enjeux, certes liés à la viticulture, au maintien de la viticulture, mais aussi des enjeux d'attractivité pour accueillir de nouvelles populations dans les années à venir.
Donc, on peut passer à la suite. Vous expliquez aussi que nous avons travaillé surtout sur la genèse d'un PADD en s'appuyant sur différentes postures, différents scénarios. Aucun des scénarios proposés initialement lors de nos ateliers de travail avec les élus n'ont été acceptés en l'état, mais chacun d'entre eux pouvait mettre en avant des postulats de départ suffisamment contrastés pour qu'il y ait des décisions de prise et des volontés affichées dans le futur projet d'aménagement et développement durable. Il y avait l'idée de préserver l'image du Sauternais, puisque la commune de Prégnac se situe sur le site inscrit du Sauternais, avec certaines exigences en matière d'intégration paysagère et en matière d'intégration urbaine aussi. L'idée aussi de donner une nouvelle impulsion à Prégnac, c'est une donnée importante, puisque nous avons aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, hein, quand le poste était déjà en fin de vie, une commune qui n'avait plus de potentiel de développement. S'il y avait des zones qui étaient aujourd'hui potentiellement constructibles, elles sont de fait aujourd'hui, elles ne sont pas opérationnelles du fait de la rétention foncière existante, du fait aussi d'un plan de prévention du risque inondation qui ampute une grande part des potentialités aujourd'hui affichées dans le document d'urbanisme. Et ensuite, ce contexte d'élaboration de PLU s'inscrit aussi avec une démarche parallèle qui est l'élaboration du SCOT du Sud-Gironde, schéma de cohérence territoriale, donc qui a une portée supérieure et qui va s'imposer in fine au PLU. Donc autant que possible, nous essayons d'intégrer les éléments qui sont validés au fur et à mesure de l'avancée et des avancées du SCOT pour l'intégrer dans la démarche d'élaboration du PLU. Dans le cadre de la commune de Prégnac, ce n'est pas anodin puisque cette commune figure parmi les pôles relais à l'échelle du SCOT Sud-Gironde. Donc dans ce cadre, nous avons quand même un certain nombre de cadres, notamment un cadre programmatique à respecter. On peut passer à la diapositive suivante. Vis-à-vis de ça, de ces différents scénarios, nous avons ici affiché les points particuliers que la commune a souhaité retenir pour son projet et également les points qu'elle a elle-même rajoutés puisque c'était des éléments de projet qu'elle souhaitait soutenir en termes de développement pour les années à venir. Notamment reconvertir donc certains sites du territoire, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, mais être plutôt dans la philosophie globale de ce document. Avoir une attention très forte sur le maintien des paysages viticoles, mais aussi dans la capacité de faire du projet pour soutenir l'activité viticole sur la commune de Prégnac et dans le cadre d'une appellation de Sauterne. Il y a eu une démarche très forte d'identification du petit patrimoine également qui participe à la prise en compte de cette identité du Sauternais. Donc ce sont des éléments qu'on retrouve aujourd'hui dans la traduction réglementaire et du zonage que nous sommes en train d'élaborer. En termes d'accueil de population, Prégnac a fait le choix de ne pas être sur un développement démographique trop fort, mais plutôt par rapport aux différentes hypothèses que nous avions proposées, d'être sur une hypothèse de développement modéré, donc plutôt une hypothèse médiane. Pourquoi? Parce que d'une part, il y avait le SCOT qui autorisait la commune de Prégnac à s'inscrire dans une démarche un peu plus offensive en matière d'accueil de population, sauf que nous allons le voir sur une prochaine diapositive, il y a un nombre de logements vacants assez important sur la commune, plus d'une centaine. Ce nombre de logements vacants tend à s'infléchir un petit peu depuis quelques années, mais la commune qui affiche aussi une volonté de revitaliser son centre-bourg, cette traversée de bourg hein, qui est faite via la RD 1113, a un impact fort sur les potentialités de reconvertir le logement vacant, les rez-de-chaussée d'immeubles également. Donc ce n'est pas une politique facile à mener au regard des outils aujourd'hui qui sont aux mains de la commune. Donc nécessairement il y aura une dimension, la commune s'appuie à la fois sur les orientations du SCOT, mais aussi sur la démarche intercommunale que vous mènerez dans les prochains mois et les prochaines années. Dans tous les cas, la commune affiche dans son PADD la volonté de s'inscrire de manière assumée dans les pas et dans les orientations du SCOT, mais d'un point de vue programmatique, un peu en dessous, puisqu'il faut aussi qu'elle soit en capacité de mettre au niveau ses équipements
d'une part la station d'épuration qui commence à être un petit peu vieillissante, même si la commune a un réseau d'assainissement collectif qui est assez important. La plupart des hameaux et des parties urbanisées de la commune sont équipés d'assainissement collectif, mais on a un équipement, une station qui commence à vieillir, donc il y aura ce travail-là à mener dans les prochaines années. On peut passer là-dessus. Voilà, donc là vous avez l'illustration en fait, d'une part des courbes de croissance de logements existants sur la commune, ça c'est une chose, mais nous voyons aussi sur l'histogramme un nombre de logements vacants qui reste quand même assez important, même si ce nombre de logements vacants diminue. Pour faire bref, quand on fait un document d'urbanisme, l'un des éléments majeurs que va regarder les services de l'État, c'est pourquoi nous allons ouvrir de nouveaux espaces à l'urbanisation alors que nous avons tout ce potentiel déjà à exploiter, à remettre sur le marché. Donc naturellement, on veut poursuivre cette tendance, c'est ce qui est affiché dans le PADD, en poursuivant cette diminution, s'appuyant sur cette courbe, essayer de poursuivre la tendance à la diminution de ce nombre de logements vacants. Nous avons ici les différents logements vacants s'appuyant sur différentes sources, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont aujourd'hui identifiées sur la commune. Nous nous rendons compte, bien entendu, que ce sont sur les secteurs anciens que la vacance est bien entendu la plus forte. Voilà, donc là c'est simplement pour illustrer cette logique de cohérence en termes de projet avec ce qui est en train d'être travaillé et validé à l'échelle du SCOT. Le SCOT a validé la volonté de ramener le taux de vacances à l'échelle du Sud-Gironde à la moyenne connue à l'échelle girondine en 2010. Cela nécessite pour chaque territoire, chaque commune, d'inscrire un objectif de reconquête de ces logements vacants. Prégnac, dans son PADD, affiche sa part, sa contribution à cet effort collectif qui devra être mené dans les prochaines années. Pour rappeler un petit peu les éléments que j'ai déjà évoqués, qui du coup viennent appuyer une démarche qui vise à revitaliser son centre-bourg. Un premier signal, c'est la réhabilitation en cours de la maison des vignerons. Mais il y a aussi dans l'esprit pouvoir retravailler les espaces publics, pouvoir également essayer de travailler sur tout ce qui est possible de faire dans un cadre qui est très contraint, celui du PPRI en particulier. Voilà. En termes de tableau d'hypothèse de croissance, donc si le SCOT donnait la possibilité à Prégnac d'envisager la mise sur le marché de 175 logements d'ici à 2025, sur les 10 ans sur lesquels on peut se fixer dans l'échéance du PLU, Prégnac fait le choix d'une croissance moindre, voilà, justement pour se mettre au niveau, aussi pour essayer de travailler sur même si la commune elle-même n'a pas forcément toutes les possibilités d'agir, mais peut-être d'un point de vue collectif ce sera le cas, d'agir sur la ligne TER, puisque Prégnac fait partie de ces communes, ce chapelet de communes desservies par une gare, et c'est vrai que la mise en cadencement de cette ligne TER pourrait être aussi un équipement, ou en tout cas un service complémentaire qui justifierait une montée en puissance de Prégnac pour rattraper les objectifs demandés par le SCOT. Je reviens là, il y a également des objectifs de diminution de consommation d'espace. Le SCOT pose le cadre de ces objectifs avec, pour les pôles relais, ramener la consommation moyenne par logement à 800 m². En termes de bilan, sur la commune, nous étions en moyenne sur 1239 m² consommés par logement ces 10 dernières années. Donc, la commune affiche pleinement cet objectif dans son PADD. Cela va avoir également une retranscription claire dans les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, puisque nous savons, ça vaut pour un certain nombre de communes qui se situent en bordure de Garonne, mais nous savons que le foncier constructible est une denrée rare sur cette commune et sera de plus en plus rare. Donc on ne peut pas être dans une logique de gaspillage du foncier. On ne peut pas se le permettre. Du coup, 4 secteurs sont identifiés comme devant
être des secteurs à projet de développement urbain. Le secteur de Janton, qui est le secteur finalement le secteur principal, où il y a une densité un peu plus forte qu'ailleurs qui va être proposée. Nous sommes à proximité du bourg, à proximité des équipements, à proximité de la gare également, ce qui justifie donc d'essayer de mettre le maximum de possibilités de construction à cet endroit-là. Il y a un secteur aussi un petit peu particulier, c'est le secteur dit de Lapin, qui se situe ici, qui est un secteur anciennement d'activité artisanale, industrielle. L'objectif affiché dans le PADD, c'est dans une démarche de reconversion de ce site. Donc on ne sera pas dans une démarche de conquête d'espaces naturels ou agricoles, on est vraiment là sur la reconversion d'un site urbain déjà existant. Ensuite, nous sommes sur deux secteurs, la Garangue ici même, on va être sur la finalisation d'un hameau existant, et c'est la même chose du côté de Perrette et de R, où il se trouve d'ailleurs la crèche intercommunale, où nous allons être dans une logique de finalisation des hameaux existants, donc ça va être plutôt du comblement de dents creuses. Oui, c'était bon, merci. Autre point très particulier, c'est la gestion des équipements, et en particulier de l'école, qui existe, avec un terroir agricole qui se situe en périphérie, dans un contexte assez particulier, puisque depuis des semaines et même quelques mois maintenant, il y a des débats assez forts sur la cohabitation possible entre secteur viticole, pratique viticole et équipement, mais tout simplement espace de vie, espace résidentiel. Et donc de ce point de vue-là, la commune affiche dans le PADD, en termes d'intention, et c'est retranscrit dans le cadre du règlement et du zonage, plus particulièrement, la volonté d'acquérir cette partie qui est aujourd'hui plantée en vigne pour éviter une cohabitation difficile en termes de traitement et aussi donner du coup un espace de respiration supplémentaire et d'équipement supplémentaire à l'usage de l'école. Ce site-là, nous avons eu l'occasion d'aller sur le terrain avec la Chambre d'agriculture et l'INAO, le CIVB également, afin d'être dans une démarche de concertation et d'avis préalable. Donc ce sont des éléments qui ont été présentés, qui ont reçu un avis favorable. Enfin, autre point sur la préservation du statut de Prégnac, c'est conforter la zone d'activité intercommunale, du coup, qui se trouve le long de la RD 1113. Il reste quelques potentialités d'accueil d'entreprises sur cette zone. Donc elle est tout simplement prise en charge par le PLU en termes de réglementation. Ensuite, on arrive sur les derniers points, c'est prendre en compte tout ce qui fait la qualité de ce territoire. C'est à la fois la prise en compte des paysages, en s'inscrivant bien donc dans la démarche d'un PLU qui doit avoir la volonté de véhiculer ce que peut être le Sauternais, à travers à la fois les panoramas, il y a certains panoramas et rayons de co-visibilité, notamment avec les châteaux de Sauterne, mais au sein même de Prégnac, il y a des panoramas importants, ce qui engage la suite de la procédure, la suite du zonage, vers certains secteurs agricoles sur lesquels on interdira de nouvelles constructions à usage agricole, où on estimera que le paysage viticole fait partie de cette identité du Sauternais qu'il faut préserver en l'état. Bien entendu, ce n'est pas un type d'orientation réglementaire que nous allons distiller partout, mais il y a certains endroits où cela sera fait. Autre point, c'est tout ce qui concerne le petit patrimoine. Comme je l'ai dit en introduction, un inventaire exhaustif a été réalisé justement pour que ces marqueurs de l'identité du Sauternais soient préservés. Ensuite, il y a la volonté d'avoir une compatibilité très forte, et même une obligation du coup, avec la prise en compte de la trame verte et bleue. Et dans ce cadre-là, au-delà des corridors et des réservoirs de biodiversité que nous allons avoir, nous avons donc le devoir, dans la retranscription réglementaire, d'être sur une traduction la plus cohérente vis-à-vis de ce schéma de PADD global. De la même manière, donc, bon là c'est une illustration du recensement du petit patrimoine, ça touche à la fois les petits murets, ça touche les puits, etc. Je passe sur les détails. La concertation elle est importante. Vous avez ici l'illustration de la trame pourpre. Nous avons intégré cette dimension-là
La trame pourpre cartographiée, nous ne l'avons pas encore à l'échelle du SCOT du Sud-Gironde. Nous avons ici l'illustration de ce qu'est une trame pourpre à l'échelle du SCOT du pays du Libournais. Nous savons que nous aurons dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, cette trame établie à l'échelle du Sud-Gironde. Donc là encore, cela nous a engagés, mais nous l'avons anticipé, à être dans une démarche de concertation avec les différents représentants de la profession viticole. Voilà. Et pour finir, donc, vous avez cette cartographie globale du PADD qui synthétise le projet porté par les élus de Prégnac à travers ce PADD. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, M. Châtelier, de ce rapport concis mais précis. Donc, les orientations générales, vous les avez... On peut répondre. Je vais ouvrir, monsieur Manceau, je comprends votre impatience, mais là, le déroulé de la délibération, vous ne l'avez pas forcément peut-être lu, mais vous le lirez, me demande de reprendre un petit peu de reprendre les orientations et d'ouvrir le débat. Je vais l'ouvrir, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est noté dans la délibération que vous avez reçue, c'est à la page 3. Donc les orientations générales retenues sont la première orientation, proposer une politique en cohérence avec le statut de pôle relais à l'échelle du SCOT Sud-Gironde. La deuxième orientation, donner une nouvelle impulsion à Prégnac en s'appuyant sur ses potentialités. Et la troisième orientation, tirer parti de l'identité du Sauternais pour valoriser le cadre de vie. Donc cet exposé, vous l'avez tous reçu. Vous avez tous reçu le projet de PADD avec vos convocations au Conseil communautaire. Et je déclare le débat ouvert en ce qui concerne le projet de PADD. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien prendre la parole? Oui, ce que je voulais dire au niveau de ce PADD, c'est faire un certain nombre de remarques. D'abord, la première remarque que je voudrais faire, elle est sur le principe d'élaboration de ces PADD, parce qu'on s'est aperçu avec le SCOT qu'on partait de quelque chose d'ensemble, c'est à très grande échelle, et puis petit à petit on descendait, et quand on arrivait pratiquement au bout, eh bien, les gens s'apercevaient qu'ils avaient été un peu trompés, et qu'à ce moment-là, ils demandaient des modifications. J'en veux pour preuve tout ce qui s'est passé avec le Bazadé. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que tout le monde a reçu le document que j'avais demandé à annexer au PADD. Dans ce document, si vous voulez, moi je fais d'abord un certain nombre de remarques. C'est qu'effectivement, il a été dit que le PADD, que le PLU était fait pour 10 ans et que le SCOT est fait pour 20 ans. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que dans ce SCOT, on prenne aussi des précautions pour les 20 ans à venir, c'est-à-dire jusqu'en 2035. Alors on nous parle des logements vacants. C'est vrai que la commune a fait un effort pour limiter le nombre de logements vacants. Il n'y en a plus que 7 à récupérer si on fait ça au prorata du SCOT Sud-Gironde. Donc ça, vous me direz, c'est peu. Sauf que il y a souvent des habitations qui sont invendables. Pour une raison simple, c'est qu'elles sont soit en bordure de la nationale 113, soit dans des zones inondables, et donc c'est des maisons qui sont extrêmement difficiles à vendre, mais ça on ne le dit pas trop, bien qu'à présent ça soit obligatoire de l'inscrire lors d'un acte de vente. Alors sur la population, eh bien, chacun regardera, mais je suis étonné qu'il n'y ait pas des schémas un peu plus précis sur la population, mais je peux vous les faire passer si vous voulez, parce qu'effectivement la population de Prégnac est sans doute l'une des populations qui augmente le moins vite dans l'ensemble des communes alentours, y compris dans les communes des Sauternais, puisque la commune de Sauterne a une population qui augmente beaucoup plus vite que la commune de Prégnac. Donc ça, c'est une autre remarque. D'autre part, je pense qu'il est dommage que, et ça on en a encore discuté hier soir à la commission urbanisme, c'est que Prégnac ne prenne pas la totalité des logements auxquels elle a droit jusqu'en 2035, parce que sinon, quand dans 10 ans elle voudra effectivement peut-être faire une modification de son PLU, eh bien il sera trop tard, tout aura été distribué et Prégnac n'aura plus de solution pour s'étendre. Excusez-moi. Donc ça c'est un autre point que je voulais signaler.
Ensuite, si vous voulez, il y a d'autres choses. C'est pour les déplacements. Alors, s'il n'y a pas de clients, je ne vois pas comment on pourrait augmenter le cadencement à la gare de Prégnac. S'il n'y a pas de population, il n'y aura pas besoin de cadencement. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe depuis 2 ou 3 jours au niveau des TER et de la SNCF. Je pense que c'est une grosse erreur de penser à ça. Ensuite, pour la création d'une RPA, alors je ne sais pas où en est le Conseil général, mais en son temps, le Conseil général avait dit que le Sud-Gironde était surdoté en RPA et que donc pour avoir des subventions, c'était relativement difficile. Alors je ne sais pas où en est la politique du Conseil général, et je rappelle aussi que récemment les viticulteurs ont refusé une RPA à Barsac, et ça c'était lors d'un poste à modifier. Pour la zone du Lapin, effectivement, il faut faire quelque chose. D'ailleurs, depuis 2010, il y a une étude que j'avais fait faire par le Conseil général, et donc cette étude existe, je la mettrai, si vous voulez, sur mon site, comme ça, vous pourrez la lire attentivement. Ensuite, sur les zones que vous avez choisies. Alors, la zone de la Garingue, j'ai fait un certain nombre de remarques, notamment sur la voie de circulation, qui est actuellement sous-dimensionnée. C'est une zone qui, en cas d'inondation, sera très difficile d'accès. Il n'y a pas de passage de car de ramassage scolaire, il est très loin de tout ce quartier. En plus, c'est très loin des équipements sportifs, foot, tennis, mini-stade, etc. Densification Perrette-le-R. Bon, là, il faudra qu'on se mette d'accord pour savoir si les pesticides sont dangereux pour la crèche, ils le sont tout autant pour la population. Donc, il faudra qu'on se mette d'accord pour savoir qui fait quoi et pourquoi on le fait. La proposition qui me paraît la plus pertinente, c'est la construction tout le long de la voie de Couleil, où là, non seulement en dehors des équipements qui existent, il y a en plus le gaz de ville, qui est un équipement qui actuellement est relativement coûteux à installer. Malheureusement, il n'en est pas fait état. Et puis en plus, c'est près des tennis et c'est près des mini-stades de la commune. Ensuite, je vais avoir fini, vous inquiétez pas. Et en plus, cette zone de Couleil est près du bus transport, puisque le transport scolaire passe sur cette voie. Je pense que tirer parti et valoriser le Sauternais, moi je veux bien. Mais quand je vois qu'à côté de magnifiques maisons, 18e ou 19e, il y a de magnifiques hangars avec des bardages verts, je ne sais pas si ça identifie bien le paysage de notre commune. Concernant les interfaces avec l'habitat, bon, la réunion de cette semaine au SCOT a permis de mettre en place un certain nombre de choses, mais tout ça n'est pas encore complètement formalisé. Et puis, en conclusion, je voudrais dire que si je comprends bien ce PADD, en fait, on veut faire une maison de vieux et on veut limiter la population, donc on veut faire une commune qui n'a pratiquement plus d'avenir. Merci. Merci, M. Manceau. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Hervé Gillet. Monsieur. Il y avait les deux. Oui, Hervé Gillet. Juste à la réaction, une réaction par rapport à l'intervention de Pierre Manceau, en tant que président du SCOT. Je ne peux pas entendre dire qu'à un moment donné, les acteurs du SCOT ont été trompés. Voilà. Je ne peux pas entendre dire ça. Ben non, certainement pas. Ils n'ont jamais été trompés. Il y a eu une écoute particulière. Il y a eu un premier accord sur la répartition des droits à construire qui s'était établi en amont même de ma prise de présidence avec l'ensemble des élus, des maires, au travers des pôles des communes rurales. Or, il s'est avéré qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans les travaux, il y a eu un certain nombre de questionnements, notamment de certaines communes rurales, et on a créé les conditions d'une écoute, d'un dialogue et d'une négociation pour aboutir ensuite à un accord avec l'ensemble des présidents de communautés de communes et le comité syndical pour travailler sur la répartition des droits à construire en faisant une proposition, en l'occurrence, de pouvoir s'appuyer sur une vision communautaire de telle manière à pouvoir dégager des projets stratégiques de développement du territoire à l'échelle communautaire, renforçant en ce sens l'approche PLUI qu'on est en train de mettre en place. Donc je ne peux pas entendre, pour ma part, parler de tromperie.
n'y a jamais eu de tromperie par rapport à ça. Et donc quand on emploie des mots, il faut les employer avec prudence, parce que les mots ont un sens. Et donc si Jean-Pierre Manceau estime qu'il y a eu tromperie, je lui demanderai d'en faire état auprès du comité syndical du SCOT, pour qu'il puisse y avoir une réaction à ce moment-là au niveau du comité syndical. Il n'y a jamais eu de tromperie en la matière. Il y a toujours un accompagnement, une négociation et une écoute particulière. Donc attention au sens des mots à un moment donné. Je crois que le SCOT aujourd'hui fonctionne très bien, totale transparence. Quand il y a des problèmes, on les aborde, on essaye de les régler de la meilleure façon possible, en mettant une négociation en place avec l'ensemble des parties prenantes. Et jusqu'à maintenant, ça nous réussit plutôt bien. Voilà. Donc je ne peux pas entendre parler de tromperie. Juste une question rapide. Je voulais savoir, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait un abandon d'une parcelle agricole pour créer une zone tampon près de l'école, pour les raisons que l'on connaît tous maintenant, je voulais savoir si les organisations agricoles, CVB, INAO, Chambre d'agriculture, avaient demandé, exigé une compensation territoriale de façon à regarder garder les mêmes surfaces agricoles. Et ma deuxième question, c'était sur les locaux vacants. Qui concerne d'ailleurs pas uniquement Prégnac, mais c'est une question d'ordre général. On inscrit effectivement de réhabiliter des locaux vacants. On va savoir les moyens déclinés pour arriver à l'objectif. Oui, pour la première question, nous n'avons eu aucune information concernant la répartition du territoire. Oui. En fait, donc concernant donc on est sur une approche très concertée avec nécessairement les professionnels du monde viticole. En ce qui concerne le site que vous citez sur l'arrière de l'école, effectivement, nous avons pris les devants, compte tenu du passé, du travail difficile qui a été mené ces dernières années, pour prendre leur avis. Ils ne nous ont pas demandé en compensation d'autres secteurs à gagner sur l'agriculture, même si ça a été fait. Pourquoi ? Parce que dans les faits, le PLU qui est tombé étaient trop consommateurs d'espace pour ces mêmes interlocuteurs, et c'est eux-mêmes qui ont été les instigateurs de l'attaque au OTA. Donc du coup, aujourd'hui, la philosophie de ce PADD, c'est de construire sur du potentiel réel, ne pas justement afficher trop de potentiel constructible sur une vision à 20 ans, puisque ce n'est pas de l'échelle et du ressort du PLUI d'avoir une vision à 20 ans, c'est celle du SCOT. Donc, vis-à-vis de ce qui est proposé en termes de programmation dans le SCOT, on s'est inscrit sur un potentiel qui est, globalement, je résume, 2 fois moins important, et de la même manière en termes de reconquête des logements vacants. Sur justement ce point-là, sur les logements vacants, naturellement, le PLU en lui-même a très peu de marge de manœuvre et d'outils à proposer, on est tout à fait d'accord. On est juste dans la logique d'essayer de proposer un cadre réglementaire qui peut permettre un certain nombre de choses, en prenant beaucoup de pincettes, puisqu'il y a le PPRI aussi. Mais ce qu'on affiche dans le PADD, c'est d'une part le rôle que jouera le SCOT pour initier et impulser, on va dire, des dynamiques en matière d'habitat à l'échelle des différents territoires, ça c'est une chose. Et selon ce qui se passera peut-être à l'échelle de votre territoire, de la communauté de communes, qui a pris la compétence urbanisme, peut-être que vous souhaiterez qu'un jour il y ait un document d'urbanisme qui traite aussi de ce volet habitat, c'est une possibilité, et donc de lancer un PLH dont toutes les autres communes pourraient bénéficier. Voilà. C'est vrai qu'au-delà de ça, le PLU ne pourra pas faire grand-chose dans le monde. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voudriez apporter au débat de ce soir, en ce qui concerne ce PADD? Il y a déjà eu un débat sur le PADD à Prégnac, j'imagine. Oui, il faut et nous, on refait un débat sur le PADD. Tout à fait. Quand on ne connaît rien du tout sur et on n'a pas de vote à faire là-dessus. C'est un débat, c'est une information qui est apportée au Conseil communautaire, et on est là pour, en fin de compte, formaliser par cette délibération le débat. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques particulières, nous allons apporter tous les éléments de ce débat. On va les annexer à cette délibération en les traduisant au plus près et au plus juste. Et puis nous transmettrons celle-ci à monsieur le préfet. Donc je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée. Et je remercie M. Châtelier de son intervention. Juste pour vous dire que, en ce qui concerne donc les délibérations suivantes,
vous avez reçu un ordre du jour avec une délibération 21 qui portait sur l'adhésion à la DELFA. Cette délibération avait été retirée en bureau et c'est par erreur qu'elle a été portée dans l'ordre du jour. C'est pour cela que vous avez sur les délibérations que vous avez reçues 33 délibérations et non pas 34 à l'ordre du jour de ce soir. Je vais vous proposer de voter les budgets, les comptes administratifs et les comptes de gestion ainsi que l'affectation des résultats, pas forcément dans l'ordre qui est proposé à l'ordre du jour pour des questions de simplicité, puisque je dois me retirer au niveau des votes des comptes administratifs. Tout d'abord, je vais vous proposer effectivement de voter les comptes de gestion. Je sortirai de la salle, on votera les comptes, vous voterez les comptes administratifs et je reviendrai pour les affectations du résultat. Et tout cela, je vais les faire en suivant. Donc, en ce qui concerne le budget principal, donc je vais vous demander de prendre une délibération en ce qui concerne le compte de gestion. Vous l'avez qui est affiché derrière moi. Monsieur le receveur, je vous pose la question systématique. Est-ce que vous pouvez m'assurer que le compte de gestion est en égalité d'écriture avec le compte administratif ? Alors je peux vous assurer qu'il y a une concordance des écritures sur le budget principal comme sur les autres budgets annexes. Merci Monsieur Maximilien, je vous remercie d'être là ce soir. C'est vrai que... Donc en ce qui concerne le budget principal, je vais vous demander de passer au vote sur le compte de gestion. Qui est contre l'adoption du compte de gestion? Qui s'abstient? Merci, je considère que le compte de gestion est adopté. Alors, je vois que certains se posent des questions, pourquoi on ne fait pas le compte administratif avant le compte de gestion. Mais Benoît va vous expliquer. C'est l'ordre légal de passage des délibérations. Il faut que le compte de gestion soit voté avant le compte administratif. Il vaut mieux effectivement lever l'ambiguïté dès le départ. Voilà. Merci. Donc, le compte de gestion en ce qui concerne les déchets ménagers, donc je passe au vote là aussi, vous l'avez tous reçu, qui est contre cette délibération, qui s'abstient. Merci beaucoup, je considère qu'il a été adopté à l'unanimité. Le compte de gestion en ce qui concerne le SPANC, donc là c'est un budget qui fonctionne très très bien et qui est très facile à réaliser, donc qui est contre cette délibération, qui s'abstient. Merci. Le compte de gestion en ce qui concerne la ZAE du pays de Podensac, je vous demande de passer au vote, qui est contre l'adoption, qui s'abstient. Merci à l'unanimité. Et le compte de gestion de la zone de Coudane, qui est contre l'adoption de ce compte de gestion, qui s'abstient. Merci beaucoup. Je vais maintenant quitter la salle et laisser la parole à Philippe Dubourg et à M. Maximilien pour les comptes administratifs. Bien. Alors donc, nous allons commencer par le compte administratif du budget principal. Alors, monsieur le trésorier, vous le présentez ou je le présente? Normalement, c'est vous qui devez présenter. Oui, si vous voulez. Bon, alors, donc, je reprends les chiffres que vous connaissez. En fonctionnement, dépenses 6 824 405,13, en recettes 7 57 656,18. Le résultat est 233 251,05. Je vous fais remarquer au passage que les chiffres sont assez serrés. À l'investissement, 672 146,50 a été prévu en dépenses, 652 197,34 ont été prévus en recettes. Donc nous avons un moins de 19 949,16. Le total des exécutions budgétaires, donc en dépenses 7 496 551,63, en recettes 7 709 853,52.
ce qui fait un résultat de 213 301,89. L'excédent reporté de l'année N-1 en fonctionnement, recette 1 127 428,63. Un excédent reporté d'investissement 931 420,42, ce qui fait l'ensemble de dépenses de 7 496 551,63, recette 9 768 72,57, ce qui fait un résultat de 2 272 150,94. Il y a moins un investissement de 737 795, ce qui fait un résultat définitif de 1 534 355,94. Des questions? Dans les dépenses, ou bien j'ai mal lu, il y aurait un nouveau chapitre 65-74, subventions de fonctionnement aux associations et autres. Et là, il y en a pour 782 318 et mandat et demi 795 894. C'est quoi exactement? Parce que sur le compte administratif de l'an dernier, je n'ai pas retrouvé. 745 782, c'était ouvert. La dépense, 745. Oui. Le compte 6574. Je ne vois pas le somme de 700. Non, c'est les autres charges de gestion courante. C'est 6574. Subvention de fonctionnement aux associations. Monsieur Mansour, c'est quel redites-moi, pardon? 6574. Dans le compte 65. Ça s'appelle pas Mansour. Ah non, j'étais pas sur le bon budget, pardon. Excusez-moi. J'étais sur le budget OM, c'est pour ça que les chiffres ne correspondaient pas du tout. Attendez, que je prenne le bon. Voilà, c'est laissé pour d'un sac. Je le vois pas, je suis désolé. Oui, je veux bien parce que ça va m'aider là. En fonctionnement. 65, 74. C'est quoi quel chapitre? Ah, crédit ouvert. Non, mais il y a le crédit dépassé, C'est les mandats. Oui. Alors, vu le montant, ce sont les subventions, enfin les subventions de fonctionnement au multi-accueil. Voilà, les 3 multi-accueils. En délégation de gestion à l'association éponyme. D'accord. Ah, voilà. Très bien. Et la deuxième remarque, c'est qu'on nous avait dit qu'on était endetté, que c'était épouvantable, quoi. Puis je m'aperçois que l'an dernier, on avait 1,7 million, cette année, on a 1,5 million. Bon, donc finalement... Bon, ça, ce sont les résultats, oui, l'endettement immobilier. Je vous ai fait passer aujourd'hui, à la demande d'un certain nombre d'entre vous... Oui, mais moi je constate le résultat, c'est le résultat qu'on vote. C'est pas des tableaux que vous nous avez envoyés ce soir. Et la deuxième remarque, c'est qu'on nous avait dit qu'on était endetté, que c'était épouvantable. Ouais, puis je m'aperçois que l'an dernier, on avait 1,7 million, cette année, on a 1,5 million. Bon, donc finalement... Bon, ça, ce sont les résultats, oui, l'endettement immobilier. Je vous ai fait passer aujourd'hui, à la demande d'un certain nombre d'entre vous... Oui, mais moi je constate le résultat, c'est le résultat qu'on vote. C'est pas des tableaux que vous nous avez envoyés ce soir. On a une dépensée, c'est logique. En route. Juste, je crois qu'il faut toujours remettre les choses en perspective par rapport à ce qui est... Mais si tu apportes déjà une réponse par rapport à une remarque que je n'ai pas encore faite, tu es véritablement de plus en plus fort. Hein. Mais la remarque, elle est toujours, effectivement,
qu'il y avait un effet ciseau sur les charges au niveau du fonctionnement, au niveau de la collectivité, et que si la collectivité perdurait, eh bien, son budget de fonctionnement était de plus en plus serré, et donc elle ne dégageait plus de marge particulière sur la section de fonctionnement. Donc il y a eu des décisions qui ont été prises par rapport à ça, de telle manière à redonner des marges de manœuvre sur la section de fonctionnement, avec en même temps, à côté de ça, un niveau d'endettement au niveau de la collectivité qui est quand même relativement important. Or, dans toute collectivité, si on n'arrive pas à maîtriser ces charges de fonctionnement, qu'on n'arrive pas à dégager un excédent suffisant, eh bien, ça pose effectivement un problème, par ailleurs, au fur et à mesure que les exercices s'écoulent. On voit que le résultat, effectivement, définitif est d'1,5 million. Néanmoins, le résultat sur le fonctionnement, il n'est que de 230 000. Voilà. Bien sûr, on dégage quasiment rien en autofinancement. Ça veut dire qu'on n'augmente pas notre capacité d'autofinancement. Ça veut dire qu'on ne peut toujours pas avoir recours à l'emprunt ou à d'autres investissements, hormis ceux qui ont été engagés cette année, à savoir les ateliers communautaires, enfin le hangar. Parce que si on estime que c'est une commune de 20 000 habitants, eh ben, elle dégage moins que Podensac, Landiras, que voilà. On dégage 3 fois plus sur ces communes-là. Et que Prégnac, précisément. Voilà. Donc j'ai dit quand même, quand on voit ce qu'on dégage, ça fait mal au ventre. Hein. On donne 25% aux différentes communes. Ah non, mais on les doit. C'est pas nous qui avons fait la loi. Hein. Non, bon, moi j'ai d'autres questions par rapport. Tout ça c'est pour comprendre ce qu'il y a dedans, hein, parce que j'ai horreur de voter les choses. J'espère. Dans la caractère générale, je fais dans l'ordre. Avec le micro, s'il vous plaît. Voilà, achat de prestations de services. Qu'est-ce qu'il y a dans l'achat de prestations de services? Quelles sont les prestations qu'on achète? Est-ce que c'est un rapport encore avec l'outil-accueil? Achat de prestations de services. Ou est-ce que quand on fait intervenir... C'est la 60-42, le premier. Est-ce qu'on fait intervenir encore... c'est pour la voirie? Est-ce qu'on fait intervenir les entreprises? Oui, non, mais les travaux... Si, sur le fonctionnement, sur le point d'attente, je pense que c'est pas... On a une rubrique voirie, c'est pour ça que je ne faisais pas il y a une rubrique voirie en investissement. Ah, pardon. En fonctionnement. Bon, peu importe, je viens de le C'est pas très élevé. Donc, contrat de prestation de service au 611. Oui. Là, je suis bien embêté, effectivement. Ouais, j'ai pas le détail suffi. C'est juste l'état simplifié. Oui, voilà. Donc, c'est difficile de transmettre l'intégralité du compte administratif. C'est quand même assez... Non, parce que ce sont des sommes qui, on ne sait pas ce qu'elles regroupent. Et bon, comme il y a eu des économies de fait dessus, est-ce qu'on peut continuer à faire des économies dessus? Donc, transport collectif et voyage et déplacement, ce sont des grosses sommes aussi. C'est les bus de transport entre les multi-accueils. Et aussi après les déplacements. Le mercredi matin. Voilà. Ah, d'accord. D'autres questions? Non? Bon, je vais vous demander de vous prononcer sur ce vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Ah, mais Dominique Faubé, j'ai vu. Cavalier les Manceaux. Voilà. Nous passons au compte administratif des déchets ménagers. Donc, fonctionnement, dépenses prévues 1 863 232 06, recettes 2 215 543 65. Un résultat du solde 352 311 59. Nous avons un solde positif, ça a toujours été le cas. En investissement, 66 066,67 en dépenses, 49 883 41 en recettes. Un delta de moins 16 183,26. Totale exécution des budgétaires, donc 1 929 298 73 en dépenses, 2 265 427,06 en recettes, ce qui fait un résultat de 336 128 33. Déficit reporté de l'année N-1 en fonctionnement de 49 124,22
excédent reporté d'investissement 151 669 91. Résultat de clôture, donc en dépense 1 978 422 95, en recette 2 417 096 97, ce qui fait 438 674 02. Reste à réaliser un investissement à moins de 21 800, ce qui fait un solde définitif, un résultat définitif de 416 874 02. Voilà, des questions? Une remarque, j'ai cru comprendre que le budget des ordures ménagères a toujours été en équilibre. Je m'inscris en faux, puisqu'on l'a équilibré à l'époque par une subvention qui venait du budget principal. Ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'est plus le cas, puisque la loi ne le permet pas. Voilà. Ce qui voulait dire qu'à un certain moment, c'est pas une critique, mais il faut quand même être précis dans ce qu'on raconte, c'est que le budget des ordures ménagères n'était pas équilibré. Il a fallu l'augmenter de 27% la première année, de 6% l'année suivante. Oui. Bien. On vote? Une question, monsieur le ministre. Oui, allez-y. Nous gardons ce principe de ramassage des ordures ménagères. Ah ben pour l'instant, je pense qu'on verra ça dans le cadre de la préparation budgétaire, s'il y a des éléments nouveaux. On en parlera à ce moment-là. Parce que comme on entend et on lit que ça pourrait être remis en cause, que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions pour ramasser les ordures ménagères, je vois très mal changer de système alors qu'on est maintenant, je pense, dans un bon fonctionnement et qui plus est ce qui est, je pense, le plus équilibré pour tous les ménages, parce que c'est quelque chose qui correspond à chacun en fonction de ce que chacun peut rejeter. Donc on est arrivé depuis la naissance de ce système de ramassage des ordures ménagères, on est arrivé aujourd'hui à le pérenniser, ce qui était normal. Il faut 3 à 4 ans, comme tout le monde peut le comprendre, 3 à 4 ans pour arriver à mettre les choses en place. Donc je me réjouis que ça fonctionne un peu. Merci. Tant mieux. Bien. Qui c'est qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le compte administratif de l'assistance non collectif, bon, c'est très simple. En dépense, 28 0220 était prévu, 34 427,37 ont été réalisés, ce qui fait un résultat positif de 6 427,17. Avec un excédent reporté de l'année précédente de 48 492,85, ce qui fait un résultat définitif de 54 918,02. On vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La zone d'activité du Pays de Pont-d'Ensac. Fonctionnement. Dépenses prévues 3064,33, donc non réalisées. Total moins 3064,33, excédent reporté de 5388,06, ce qui fait de fonctionnement et 93 084,50 d'investissement, ce qui fait un résultat de clôture de 95 408,23, moins en reste à réaliser un investissement de 3500, ce qui fait 91 908,23. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Enfin, le compte administratif de la zone d'activité de Coudane. Dépenses de fonctionnement 4707,20, recette 4720,20, donc résultat négatif, résultat 0. Investissement, pareil. Résultat 4707,20 parce qu'il n'y a pas de recette. Donc, un total exécutoire budgétaire de 9 414,40 en dépenses, de 4707,20 en recette, qui fait un résultat de moins 4707,20. Excédent de fonctionnement reporté de la N-1, 132 226,84. Déficit reporté de l'investissement de l'année N-1, 529 192,84. Ce qui fait un résultat de clôture de moins 401 673,20. Des questions? On
on affiche un résultat déficitaire depuis quelques années, mais on sait pourquoi. On n'a pas de perspective qui s'inscrive, je pense, dans l'année qui va venir et qui pourrait corriger ou changer le sens de la courbe, pour prendre une expression à la mode. Est-ce qu'il ne convient pas de faire une écriture de précaution? Parce que ça pèse quand même sur les comptes. Tout ça, il faudrait évidemment qu'on réussisse à vendre des terrains. C'est on pourrait lancer. Oui, non, mais pour le moment, on a 400 000 euros qui pèsent sur la trésorerie de. Et oui, bien sûr. Et est-ce qu'il ne convient pas de acter qu'à un moment, il va falloir enregistrer une perte? Parce qu'on n'a pas le droit. Oui. Oui, il y a quelque chose? Moi, alors, juste sur le plan comptable, si vous voulez, c'est vrai qu'on parlait de la qualité des comptes. Il est certain que le déficit pèse sur le résultat d'ensemble. Comptablement, la seule façon de venir minorer le déficit, c'est que le budget principal fasse une dépense. Oui, comptablement. La solution radicale, c'est effectivement qu'il y ait une vente de terrain. Et à ce moment-là, le déficit est diminué. Moi, je crois qu'on a commencé un travail. Je pense qu'il faut laisser encore un an. Et que dans un an, il faudra effectivement qu'on s'interroge sur les suites à donner concernant cette zone. Mais il faut effectivement regarder dans l'année qui vient ce qui peut être fait. Il serait dommage d'avoir engagé des choses et aujourd'hui de ne pas aller jusqu'au bout. Juste une précision, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au bout. Je dis qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr de rééquilibrer cette somme-là. Parce qu'il va falloir faire des concessions. Donc je pose la question en termes comptables et économiques de savoir si on a intérêt à commencer à anticiper une régularisation qui va venir forcément, même si on réussit une commercialisation. Le problème, c'est qu'il y a un investissement lourd qui a été fait et puis il n'y a pas d'avenir. Ah non, mais ça j'ai compris, monsieur le vice-président. Bon. Qui c'est qui est contre? Si, vous l'avez noté. M. Clavier et puis Jean-Pierre Mansour. Deux, oui. Qui s'abstient? Merci. Bien, merci. Donc nous allons pouvoir continuer nos travaux avec l'affectation des résultats. C'est le mien, ouais, celui-là, il est là. Donc affectation des résultats en ce qui concerne le budget principal. Donc en section de fonctionnement, on doit afficher, Benoît, c'est à l'écran. Le résultat de l'exercice est de 233 251. Vous remarquerez quand même que les dépenses flirtent dangereusement avec les recettes. Il va falloir se poser des questions peut-être un jour sur des réformes un petit peu plus structurelles, de telle manière à voir tout ça, mais c'est vrai que les marges de manœuvre sont assez étroites et le recours à l'emprunt est impossible. Donc pour l'instant, c'est vrai que nous avons un résultat qui est pas inquiétant, mais qui nous pose souci. L'excédent reporté de 1 127 428 63, donc un résultat de clôture de 360 679. En ce qui concerne l'investissement, on a un résultat de l'exercice de moins 19 949 16, ça vous l'avez vu sur le compte administratif. En fin de compte, ce n'est que les chiffres présentés d'une autre manière, de telle manière à pouvoir bâtir le budget qui vous sont présentés à cette délibération. L'excédent reporté N-1 931 420 42. Les résultats de clôture 911 471 26. Donc les restes à réaliser, section d'investissement, sont de 737 795. Donc la transcription budgétaire de l'affectation résultat sera la suivante. En section de fonctionnement, donc en recette 1 360 679 68. Section d'investissement, on aura un solde d'exécution 911 471 26. Voilà ce qui concerne le budget principal. Et bon, écoutez, en ce qui concerne ce budget principal, je vous donne rendez-vous lors de la prochaine commission Finances élargie où on discutera de tout cela. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Ce n'est que le rapprochement
compte administratif vérifié par le compte de gestion. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? D'accord. L'affectation des résultats, c'est factuel, hein. Ça correspond à une réalité. Hein. Ça veut dire que quelque part, tu contestes aussi le compte de gestion du receveur. Hein. Bon. S'abstenir, c'est pas se prononcer. Oui, non, je veux dire quelque part, c'est factuel. C'est factuel, je veux dire, c'est pour respecter la liberté. Il n'y a pas de problème, mais bon, je préfère effectivement le dire. Non, mais je veux dire quelque part, ça bon. Ça vous choque peut-être dans la réflexion, mais non, voilà, elle vient naturellement dans le cours. Dans le cours que nous avons la liberté de voter. Tout à fait, mais bon, j'ai aussi la liberté de faire une petite remarque par rapport à ça. On fait chacun la nôtre. Voilà. Bien. Merci. Alors j'avais dit qui est contre, qui s'abstient. Alors donc effectivement, je considère que le reste de l'Assemblée est favorable à ce compte, à cette affectation de résultats. En ce qui concerne les déchets ménagers, donc on va affecter les résultats. Donc ce résultat de l'exercice 352 311 59, un déficit reporté de 49 124 22, un résultat de clôture de 303 187 37. En section d'investissement, le résultat de l'exercice est de moins 16 183 26, un excédent reporté de 151 669 91 et un résultat de clôture de 135 486. Dépenses engagées non mandatées 21 800. Donc en section de fonctionnement, on a un excédent reporté de 303 187 37. Et en section d'investissement, 135 486 65. En ce qui concerne effectivement ce budget des déchets ménagers, bien entendu, on est sous-tendu effectivement au bon résultat du recouvrement de la redevance. Mais pour cela effectivement, on maîtrise pas tout. Et on compte sur M. Maximilien pour faire le maximum en ce qui concerne effectivement le recouvrement qui pourrait affecter nos résultats comptables. Est-ce que je peux passer au vote? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère que c'est pris à l'unanimité. Affectation des résultats pour le SPANC. Alors là, c'est en fonctionnement simplement. 6 425 pour le résultat de l'exercice. Excellent reporté 48 492. Donc on a un résultat de clôture qui fait normalement la somme des deux, 54 918 02. Donc on retrouve en recette, c'est 54 918 02. En ce qui concerne le fonctionnement, puisqu'il n'y a pas d'investissement. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est adoptée à l'unanimité. ZEDA du Pays de Podensac, compte administratif 2015. Où est-ce qu'on en est là? Compte de gestion de la ZEDA du Pays de Podensac, pardon. Affectation du résultat, où est-ce qu'il est celui-là? Voilà, le voilà. Donc, résultat de l'exercice, moins 3064 33, un excédent reporté de 5388, donc la différence 2323 73 en résultat de clôture. En investissement, 93 084 50, dépenses engagées non mandatées 3500 €, donc un solde des restes à réaliser de moins 1300, donc 3500 €. Donc on retrouve là, en recette et fonctionnement, puisqu'effectivement il y a une recette et fonctionnement, 2323,73 en résultat. Et en ce qui concerne l'investissement, les 93 084 50. Ça c'est pour la zone d'Ilas-Sérence. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. ZEDA de Coudane, la zone qui nous pose problème. Résultat de l'exercice de 0, donc un excédent reporté de 132 226 84 qui est le même donc en clôture, puisque section d'investissement on a moins 4 707 20. Là on a un déficit reporté de moins 529 192 84, ce qui nous fait un résultat de clôture en investissement de 533 900 04. Donc vous retrouvez les biens en recette, les 132 226 84. Et en dépenses d'investissement, là ce sont des dépenses, effectivement, 533 900 04. C'est vrai que
nous avons quelques inquiétudes quant à la réalisation de la vente des lots sur cette zone, mais on y reviendra lors de l'établissement du budget. Donc voilà en ce qui concerne effectivement les budgets. Je n'ai pas fait voter là. Qui est contre cette délibération? Merci. Non, je suis cohérent, je n'ai pas voté le compte administratif. Qui s'abstient? Merci. Après c'est factuel, c'est vrai que les 533 000, ils y sont là. Hein. Oui. Si on pouvait les faire disparaître, ce serait bien. Hein. On pourrait commencer à les... Oui, on pourrait commencer à les éponger, c'est une solution, il faut affecter le budget principal et c'est compliqué. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être un jour où on sera peut-être obligé de le faire, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, budget principal, ouverture de crédit pour le budget primitif 2016 par anticipation. Vous savez qu'on a la possibilité d'ouvrir pour continuer effectivement de payer hein, avant le vote du budget primitif. On peut considérer que les crédits ouverts entrent dans l'enveloppe de 25% des dépenses réelles d'investissement sur l'année N-1, donc autorisé à 148 029 92. Donc, si vous me permettez, je vous demande de m'autoriser à engager et mandater les factures suivantes, c'est-à-dire les frais d'études sur la commune de Prégnac, ainsi que l'achat d'un ordinateur, le tout pour un montant alors de 27 660 € plus 2420 et le matériel informatique pour 1959. Ce sont des dépenses qu'il faut honorer. Est-ce qu'il y a des remarques particulières quant à ces dépenses-là? Autrement, tout est bloqué jusqu'au vote du budget. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Administration générale, on en avait parlé depuis un petit moment. Je crois que c'est rentré dans les mœurs, tout le monde a Internet, tout le monde reçoit Internet, et si vous pouvez effectivement m'autoriser à vous dématérialiser les convocations du conseil communautaire, ce serait pas mal. Ça nous permettrait de faire des petites économies, et pour cela il faut une délibération. Sauf que les conseillers communautaires, qui n'ont pas l'appui derrière du mairie, sont obligés de se payer le papier là. Oui, on est bien d'accord. Ce qui n'est pas négligeable. On est bien d'accord. Alors ceux qui en feront la demande, on les renverra par courrier. Vous le préciserez assez rapidement, de telle manière qu'on puisse le savoir. Voilà, ceux qui font la demande, on leur en parler, je veux dire ceux qui vont. Voilà. Ok, donc effectivement, il y aura la possibilité pour ceux qui ont... Oui, c'est ça, oui. Donc, on va dématérialiser, si vous le voulez bien. Il faut aussi avoir du débit pour les recevoir. Hein, comment? Il faut avoir du débit. Ah oui, c'est vrai. Mais vous l'avez reçu, là. Je me Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, à l'unanimité. Adhésion à la coopérative des tiers-lieux. Tu veux dire un petit mot? Non? 50 € d'après ce que j'ai compris, mais je crois que c'était intéressant, oui. Oui, c'est trois mots. Hein. Donc il y a plusieurs parties prenantes, et notamment deux communes qui sont Prégnac et Landiras. Il a été proposé que ce soit la communauté de communes qui adhère à la coopérative des tiers-lieux pour faire bénéficier des services qui sont offerts par cette coopérative à l'ensemble des tiers-lieux qui pourraient ouvrir sur la communauté de communes. La cotisation est de 50 €. Merci beaucoup. Donc vous avez compris, effectivement, adhésion à la coopérative des tiers-lieux, 50 €. Je vous demande effectivement de prendre cette délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Approbation des statuts du SDEG, donc on les a tous reçus. On a tous plus ou moins voté. Il y en a qui vont encore le voter au niveau de leur commune respective, pour ceux qui sont adhérents, mais je crois que tout le monde est adhérent. Donc je vous propose d'adopter les statuts du SDEG. Si on le vote pas, effectivement, on ira au bout et ça tacitera, mais bon, je préfère effectivement le mettre à votre approbation. Qui est contre l'adoption des statuts du SDEG? Une
Voix contre Jean-Pierre Manceau. Qui s'abstient? Je considère que le reste est pour. Adhésion au syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde. Donc, cette adhésion, donc là, il va falloir désigner des délégués pour nous représenter. Benoît, c'est ça, hein? Donc, on a besoin de trois délégués pour nous représenter au syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, puisqu'on en fait partie, comme toutes les communes et les intercos. Monsieur Trénict a fait une proposition pour la délibération suivante en ce qui concerne effectivement le représentant à la commission consultative de transition énergétique. Donc, on en avait parlé en bureau, je pense que ça ne posait pas de problème particulier quant à la deuxième délibération qui suit. Mais là, il faut 3 personnes pour le SDEC. Hervé Gillet. Oui, c'est ça, Monsieur Clavier. Et un troisième. Jean-Noël Clamour. Vous êtes d'accord sur ces 3? Et contre cette délibération, Monsieur Manceau. Vous avez levé la main, Monsieur Manceau? Oui. Monsieur Manceau est contre. Qui s'abstient? Merci. Donc, désignation d'un représentant à la commission consultative énergétique et adoption du principe de règlement intérieur. Là, on avait besoin d'un délégué et en bureau, on était tombé d'accord pour proposer Bruno Trénict, qui n'est pas là ce soir, mais qui est représenté par Lina Baraduc. Et je crois que ça avait fait l'unanimité au niveau du bureau. Est-ce que vous voyez un inconvénient particulier? Est-ce que ce soit Bruno Trénict qui... non, pas de souci. Je peux faire voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Alors Bruno ne participe pas au vote ou s'abstient? Et puis on va prendre une abstention par procuration de Bruno Trénict, le reste étant pour. Acquisition de terrain sur la commune de Séronce. Jean-Patrick, on y arrive. Bon, on a effectivement un avis des domaines qui date je crois, du 7, hein, c'est ça, hein, qui propose, qui nous met effectivement un terrain à 24 € le mètre carré, ce qui porterait le prix du terrain à 48 000 €. Mais après s'être entendu avec Patrick, il reste la commune de Séronce reste sur le prix d'origine, hein, qui est de 40 000 € qui était prévu au budget. C'est ça? On s'était mis d'accord sur 40 000 €. Voilà. Mais je pense que si les domaines avaient fait moins, tu m'aurais aussi proposé 40 000 €. Voilà. Donc je ne vais pas proposer plus. Exactement, exactement. On était sur 40 000 €, il faut bien regarder les choses. On a une évaluation de domaine qui est à 48. Donc effectivement, la proposition que je vous fais, mais il faut bien que je mette effectivement le prix du domaine sur la délibération. Le prix du domaine est de 24 € et on va acheter à la commune de Séronce 20 €, c'est-à-dire effectivement 40 000 €. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération et par rapport à la vente de ce terrain pour accueillir le nouveau multi-accueil? S'il n'y a pas de remarques, je vous demande de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Administration générale, protocole d'accord 2016 avec la mission locale. Jean-Marc, un petit mot sur la mission locale ou pas, c'est pas la peine, pas spécialement. Je n'ai pas assisté à la dernière. D'accord. En fin de compte, il suffit de prendre, il faut qu'on prenne la participation, hein. C'est-à-dire la participation 2016 est de 1,25 € au lieu de 1,23 € en 2015, par habitant sur la base du dernier recensement, bien entendu, soit 25 616,50 €. À cela vient s'ajouter à la mission locale le fonds d'aide aux jeunes qui est de 0,15 €, qui porte à 3 073,50 €, de verser à la mission locale une participation au titre de l'espace accueil et d'écoute à hauteur de 7 099 €, et la campagne Job d'été pour un montant qui est inchangé à 1 050 €. Donc voilà notre participation à la mission locale pour 2016. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Benoît, je vous laisse la parole 2 minutes en ce qui concerne l'élaboration du rapport de mutualisation
et la signature de la convention avec l'Association des maires de Gironde. Vous allez nous expliquer pourquoi effectivement on se tourne vers les maires de Gironde. C'est une question d'économie quelque part. Merci. Les collectivités avaient l'obligation au 31 décembre 2015 d'avoir un schéma de mutualisation. Nombre d'entre elles sont en retard, dont nous. Donc là, on se lance dans le rapport de mutualisation, donc qui inclut le schéma, qui va faire les préconisations auprès de l'entité pour savoir nous aider à mettre en commun des services ou des prestations. Voilà, donc j'avais consulté un peu comme ça quelques cabinets d'études pour avoir une idée du prix qui peut être assez élevé, et l'Association des maires de Gironde propose une prestation en tant qu'adhérent de la collectivité, et les communes, la plupart d'entre elles sont, ou toutes je pense, sont adhérentes également. Donc propose de faire cette prestation pour un montant de 800 €. Il a semblé intéressant d'aller dans ce sens-là, d'autant plus que j'ai pu voir les documents qui ont été réalisés par ailleurs et qui me semblent être de bonne qualité. Je n'ai pas une grande expérience de la question, mais néanmoins, ce que j'ai vu me semble être déjà un document très intéressant pour commencer la mutualisation, laquelle mutualisation, bien évidemment, sera remise en question assez rapidement en fin d'année ou en début d'année prochaine. Voilà. Enfin, remise en question, élargie plutôt. Merci Benoît. En fait, ce rapport de mutualisation donc, comprendra le cadre juridique du schéma, un diagnostic territorial, un état des lieux organisationnels de la CDC et des communes membres, un schéma de mutualisation pour la période 2016 et la prospective sur le futur périmètre de la CDC. Donc voilà ce qui est soumis à votre appréciation, et vous avez vu, ça fait 800 €. Donc je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Enfance et jeunesse, subvention de fonctionnement et renouvellement de la convention à la crèche Croque-Lune. Alors ça c'est effectivement un montant qui va être légèrement différent de 2015, mais il est toujours à peu près de 150 000 €, ce qui correspond à 152 374. On était de combien l'an dernier? 150 ou 151. On est très près, hein. On est très près. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci pour eux. Donc en urbanisme, on a tout un tas de délibérations. Là, c'est la poursuite de la révision simplifiée du PLU de la commune d'Arbanas. La même délibération qu'on a pris tout à l'heure pour la commune de Prégnac. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on en refait une petite série à la fin. Donc en fait de compte, c'est pour poursuivre le PLU de la commune d'Arbanas. Donc c'est dans le même principe que la délibération en ce qui concerne Prégnac. Donc est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? C'est la même délibération, mais c'est simplement la commune qui change. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère à l'unanimité. Donc la modification simplifiée du PLU de Prégnac, d'Arbanas, pardon, a eu lieu. L'enquête est terminée et il faut maintenant délibérer pour approuver la modification simplifiée du PLU à la commune d'Arbanas. Le cahier de doléances n'a eu aucune observation. Donc je vous demande de délibérer pour approuver la modification simplifiée du PLU de la commune d'Arbanas. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. À l'unanimité. On vient sur Séronce cette fois-ci. Poursuite de la révision du PLU de la commune de Séronce. Même cas que Prégnac et Arbanas. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Pour l'Andiras, on a la même délibération. Non, c'est l'élaboration. Hein?
Poursuite de l'élaboration. Ah oui, de l'élaboration, oui. C'est toute poursuite de l'élaboration, pardon. Sur l'ANIRAS. Donc c'était une modification. Là, c'est l'élaboration. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, à l'unanimité. Pardon, c'est par rapport aux dates, par exemple. Oui. Les documents, comme les convocations qui ont été pour les réunions, c'est quelle date qui compte? Quand est-ce que la CDC doit commencer les convocations? Est-ce que c'est par rapport à cette délibération ou est-ce que c'est par rapport à celle qu'on a prise précédemment, disant que... Parce qu'en fait, c'est qu'aujourd'hui que vous décidez de prendre en charge l'élaboration du PLU de l'ANIRAS. Oui. Quand est-ce que vous en avez fait la demande? Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, la CDC a pris la compétence PLUI. Oui. D'accord. Bon, ensuite, il y a eu des actes qui se sont passés à l'ANIRAS, il y a eu des convocations, il y a eu des réunions. Aucune réunion officielle, donc il n'y a pas de souci. Ah ben si, il y a eu une réunion publique. Il y a une réunion publique qui a été lancée, la convocation a été lancée avant la prise de compétence de la CDC. La réunion publique s'est tenue après, mais la convocation est partie avant. Et donc j'ai vérifié auprès des services de l'État, c'est la convocation. De la refaire. A priori non. Les services de l'État devaient me faire un écrit, puisque je l'ai eu verbalement, ils devaient me confirmer ça. Pour moi, la véritable prise en charge par la CDC, c'est aujourd'hui. Non, la compétence c'est le 19 novembre. Oui, vous avez pris une compétence générale. Oui, mais à partir de ce jour-là, vous n'aviez plus la possibilité légale de faire des actes sur ce sujet-là. Comme la convocation, mais la convocation est partie avant. À la réunion publique était avant. Faudrait fonctionner. La question se posait. Mais j'aimerais bien avoir l'écrit quand même. Ce qui est important par rapport à cette question, c'est de répondre de manière très précise. Donc on attend que les services de l'État nous répondent et vous aurez pour savoir s'il faut refaire ou pas la réunion publique. Je ne pense pas. Le but est de sécuriser le document. Donc, maintenant on est en train de vérifier tout ça. Donc on va passer au vote en ce qui concerne effectivement l'ANIRAS. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Urbanisme, poursuite de la révision de la carte communale de la commune de Saint-Michel-de-Rieuffray, cette fois-ci. On est toujours dans le même principe. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, à l'unanimité. Mylène, je vais te laisser la parole en ce qui concerne les déchets ménagers, l'étude ADEME pour la future organisation du tri des déchets ménagers au recyclage en Gironde. Merci. Bien, alors comme vous le savez, nous avons concernant les déchets ménagers une extension de consignes de tri sur les déchets plastiques qui va nous être imposée à l'horizon de 2022. Dans cet objectif, nous avions candidaté et proposé notre centre de tri à l'extension de ces consignes de tri. Bon, malheureusement, nous n'avons pas été retenus. Et d'ailleurs, aucun centre de tri en Gironde n'est adapté à cette extension dans l'immédiat pour le tri du plastique. Une réflexion a été menée à l'échelle du département et de la région, avec l'ensemble des EPCI, l'ADEME, le département et la région, pour, on va dire, trouver une solution alternative à ces consignes de tri. L'ADEME se propose pour cela de porter et de financer une étude pour le compte des EPCI pour la prise en charge de ces déchets. Nous aurons uniquement à élire 2 personnes et pour cela nous devons délibérer et piloter techniquement cette étude pour participer à cette étude avec l'ADEME. Donc nous avons besoin de passer cette délibération pour acter le lancement par l'ADEME d'une étude technico-économique commune avec l'ensemble de tous les EPCI, de participer activement, de faire participer la communauté de communes à cette étude, et pour cela de désigner 2 représentants. Il faut un représentant élu et un représentant technique.
Alors pour ma part, pour le représentant élu, je me propose, que quelqu'un d'autre veuille participer à cette étude. Je pense que c'est normal. Hein, voilà. Ouais. Et pour le représentant technique, pour ma part, je ne sais pas si... On va mettre Benoît Boutineau, Benoît, d'accord. qui effectivement se fera peut-être représenter régulièrement par Amélie. Par Amélie, voilà, c'est à Amélie. Si vous le voulez. Si vous le voulez. Travaille régulièrement. Parce que je crois que pourquoi on Amélie met pas fait directement du Amélie. Comment Oui. Pourquoi on ne met pas directement Amélie? On peut. Oui. Mais enfin, bon, Elle n'est voilà. pas disponible tout le temps, mais elle représente, la plupart du temps, c'est elle qui représente, de toutes les Elle fait façons. les réunions, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui est au courant de tous les problèmes que nous est un peu chargé. Aucun souci par rapport à ça. Si on est d'accord, c'est pour voir si c'est facile. Merci Mylène. Je vais proposer effectivement cette délibération au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je la considère prise à l'unanimité. Vous allez voir s'afficher les déclarations d'intention d'aliéner telles que vous nous les avez effectivement demandées. Vous ne les avez pas reçues hein, par mail. Voilà effectivement ce qui s'est passé depuis le dernier conseil communautaire. S'il y a des remarques particulières là-dessus, voilà. Donc sur Barsac, il y en a eu une. Si vous avez des soucis, c'est pas grave, on la fera passer. C'est pas un souci, c'est juste le temps que je la retrouve. Voilà. Elle est loin. Non, pas du tout. Voilà. Elle est là. Voilà. Parfait. Vous l'avez? Voilà. Donc sur Barsac, il y en a eu une. Sur Séron, il y en a eu 5. Guios 1. Podensac 3. Portes, c'est le plus gros lot. Il y a eu 3 et 3, 6 et 7. Brignac, il y en a eu 6. Et Pujon sur Siron, 2. Donc je crois que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il y a des fiches navettes. Il n'y a pas de souci. Et à chaque conseil communautaire, je vous passerai effectivement ce document. S'il y a des questions diverses, on va les aborder. Sinon, on laisse la parole à Mathieu Truffard pour nous parler de Gironde numérique, puisque je crois qu'il a représenté Daniel Dubourg, qui était... Hein, c'est ça. Hein, voilà. Ouais, vous pouvez venir. Oui. Concernant les CU et les permis de construire, leur instruction, à partir du 31 décembre, donc, la commune de Budos aimerait savoir que la CDC a pris la compétence, qu'est-ce qu'elle fait de ces CU et ces permis de construire. Non, attendez, elle n'a pas pris la compétence. Oui. On a juste pris la compétence PLU en ce qui concerne effectivement le droit des sols, c'est aux communes effectivement à continuer. Soit directement si elles ont les capacités, soit avec un prestataire de service qui peut être extérieur, dans le cadre de convention. Et la compétence PLU n'enlève pas les pouvoirs du maire en ce qui concerne tout ce qui est instruction, ADS. Donc voilà. Mais bon, on aura l'occasion effectivement d'en reparler si vous voulez, mais il faut que la commune de Budos se positionne par rapport effectivement à un service instructeur ou qu'elle instruise elle-même pour l'instant la communauté de communes n'étant pas à même de gérer cette affaire-là, puisqu'une partie des communes est partie au SDEC, d'autres communes le gèrent en direct, donc voilà. Mais la compétence PLU et l'instruction des droits des sols, c'est pas la même chose. Hein, d'accord? Sachant qu'il y a eu une concertation qui a été menée avec l'ensemble des communes à l'époque. Oui, enfin, pour rebondir à la question que je trouve intéressante, les communes sont allées au SDEG, il faut se rappeler, parce que au niveau comité de communes, on n'a peut-être pas fait un travail suffisamment approfondi par rapport à ça. Et c'est peut-être l'occasion, ça va sûrement être l'occasion, avec les autres communes qui vont arriver, peut-être retravailler là-dessus, pour savoir si on veut vraiment se doter ou pas d'un service, se poser d'un vrai service urbanisme au niveau de la communauté de communes, parce qu'on est beaucoup à se rendre compte que le service du ZEG n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre au niveau, je crois qu'au niveau technique, parce qu'il n'y a rien à dire, mais au niveau délai, au niveau instruction, c'est assez compliqué. D'abord, on est très éloigné, et en plus, on a des difficultés à avoir des interlocuteurs réguliers, donc notre personnel a énormément de difficultés.
discuter, donc je pense qu'il va peut-être falloir peut-être relancer le débat. Il n'y a pas de problème pour relancer. Il n'y a pas de problème pour relancer le débat. Comment? Il n'y a pas de problème pour relancer le débat. Je crois qu'on va pourra faire une petite étude pour savoir où est-ce que vous en êtes chacun dans vos conventions, de telle manière à voir un petit peu s'il y a des critères de convergence. Regardez un petit peu, c'est vrai, avec la venue de notre commune. Et moi, je suis prêt, effectivement, avec Marc, à rouvrir ce dossier et trouver des solutions afin que l'instruction du droit des sols puisse se faire d'une manière plus cohérente, peut-être, pour vous. Il y a des communes qui n'ont pas de problème, il y en a d'autres qui ont des problèmes. Chacun, effectivement... La commission qu'on passe surtout, elle n'a pas de problème. Enfin, moi, j'ai pas de problème. Personnellement, j'ai aucun problème. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Bon. Merci beaucoup et je laisse la parole à M. Truffard. Voilà. Merci. Donc en bureau, j'ai soulevé quelques questionnements concernant l'arrivée de la fibre sur la communauté de communes de Penassac proposée par Giron Numérique. On a relevé plusieurs interrogations des différents membres du bureau. Donc j'ai essayé de me mettre en relation justement avec les services de Giron Numérique pour y répondre. J'ai essayé de vous faire un petit exposé succinct. Je vais essayer de l'amener jusqu'au bout et puis on verra après dans un second temps si vous avez des questions. Je les relèverai sans forcément pouvoir y répondre, mais je les relayerai sur Giron Numérique pour pouvoir vous les faire y répondre par la suite. Donc voilà. Donc la montée en débit pour l'ensemble du territoire est un enjeu majeur au niveau économique et social. Ouais, c'est ça plus. Merci. Il y a une forte demande de la population. C'est un métier apparemment. Et au vu des contraintes budgétaires, il semble relever du bon sens que de prioriser la mise à niveau des populations accédant à un débit inférieur à 2 mégabits. Donc on a essayé de voir, j'ai essayé de voir s'il y avait des technologies alternatives existantes, notamment les courants porteurs, qui apparemment ne sont pas développés aujourd'hui. Le satellite, qui amène des débits annoncés importants, mais au réel, on se rend compte que c'est assez faible. Le WiMAX n'a pas été, c'est une sorte de grand Wi-Fi, n'a pas été commercialisé. Et ensuite, la 4G, 5G, LTE, qui sont des systèmes qui devraient arriver sur des populations plus importantes, ne sera pas développée sur nos territoires. C'est une sorte de 4G, 5G différente de ce qu'on retrouve sur les portables et qui demanderait une box spécifique dans chaque foyer. Voilà, au niveau de Giron Numérique et des travaux prévus. Alors, on a soulevé le problème de savoir si c'est des travaux assez économiques. Ils vont utiliser les fourreaux déjà existants sur le territoire vide, remplacer des sections de cuivre sans changer forcément les fourreaux. Et sur certaines portions, il n'y a rien d'existant, donc ils vont tout créer. C'est ces portions-là qui risquent de coûter un peu plus cher. Donc là, c'est les diapositives qu'on avait pu voir sur les différentes présentations. Elles sont visibles, oui. Et sur le débit en général des différentes communes. On voit par ailleurs que Pujol, on voit Saint-Michel-de-Rieuffray, Arbanats, Guillos dans le coin ici, Budos sont des territoires en vert assez faiblement fournis. Donc voilà, ça c'était une autre diapo pour les projections qu'ils avaient prévues. Donc ils avaient prévu une tranche ferme de 2017 à 2022, regroupant un fibrage sur toute la section le long de la Garonne, Penassac, etc. Et après, donc des montées en débit sur différentes communes, Virlade étant déjà, mais sur Arbanats, et montée en débit prioritaire d'ailleurs, Arbanats, Saint-Michel-de-Rieuffray, Budos, Pujol, et après certaines autres communes étant déjà pas mal desservies, notamment sur du VDSL. Est-ce que les termes techniques, ça vous... C'est dur. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile à exposer. Le VDSL, c'est ce qu'on va avoir à Landiras aujourd'hui. On a à Landiras, que vous avez comme débit. Vous cliquez sur une photo, elle apparaît. Vous cliquez sur une vidéo YouTube, elle apparaît. Ce qu'on a en dessous, c'est ce qu'on a à Pujol, par exemple,
ou sur Saint-Michel-du-Riffray, etc., on clique sur un email pour l'ouvrir, sur la convocation ou autre, et on attend 1 minute 30 avant de l'avoir. Voilà, le quotidien il est là. Hein. Et après la fibre, on va cliquer sur un film et on va l'avoir instantanément. Un film de cinéma, on va l'avoir instantanément. Voilà. Donc l'idée, les contraintes budgétaires nous amènent à faire des choix, je pense, et j'ai donc demandé s'il était possible de faire une montée en débit, c'est-à-dire amener les villages qui ne peuvent pas ouvrir un email à un niveau où, comme Landiras, où ils vont pouvoir peut-être regarder un petit peu la télé, où ils vont pouvoir ouvrir une vidéo YouTube, où ils vont pouvoir faire des formations en ligne. Donc personnellement, moi j'étais en formation en ligne, il était impossible de le faire ici, j'étais obligé d'aller au travail sur Bordeaux pour la faire. Cette montée, ce qu'on appelle montée en débit, c'est-à-dire qu'on va amener la fibre dans le gros boîtier du village, et après ça va être diffusé dans l'ensemble des foyers par le cuivre. D'accord ? Cette montée en débit, elle est réalisable du côté de Saint-Michel-du-Riffray et de Pujol en se connectant à partir d'Ilatz. À partir de Landiras, on connecterait Budos. C'est ce qui était prévu comme travaux prioritaires. Hein. Et de l'autre côté, Arbanas serait relié à une fibre venant donc de Gironde numérique et venant donc de Portets, en spécifiant bien donc pour les habitants des différentes communes d'où on est connecté que le débit ne baisserait pas pour les habitants. Il y a assez de débit pour différer. Ça m'a été rapporté par tous les techniciens que j'ai pu questionner là-dessus. En sachant qu'à Ilatz, la fibre qui arrive, c'est une fibre orange, et à Landiras aussi. Voilà. Gironde numérique, c'est une fibre... à Portets, c'est une fibre Gironde numérique. Voilà, le planning 2016, alors sans rentrer dans ce qui va nous arriver à nous en fait, il va y avoir une proposition technique en fonction de ce qu'on va pouvoir remonter, c'est-à-dire on va faire un choix, soit on prend ce qu'ils nous ont demandé, soit on entame une négociation comme ce que je vais vous proposer par la suite. Une proposition donc technique écrite en fonction de notre projet va nous être envoyée avec un courrier explicatif et une délibération de type. Voilà. Et à partir de là, donc ça doit se faire, puisque c'est ça, avant le deuxième trimestre 2016, il faut avoir donné il faut avoir validé cette délibération et la liste. Voilà. Donc enfin, je voulais vous amener sur l'investissement. Donc la tranche ferme qui nous proposait, c'est-à-dire fibrer chez l'habitant sur l'ensemble, plus les montées en débit, donc la première carte qu'on a vue, sur l'ensemble de tout le trajet le long de la Garonne, là, plus la montée en débit, ça équivalait à un investissement de l'EPCI de 685 500 €. Le budget paraissait important, ça c'est les chiffres qui sont proposés au départ. Aujourd'hui, donc, il faut savoir qu'il y a une première tranche ferme et après un développement de la fibre dans un second temps. Voilà. Par contre, amener tous les habitants du territoire à une égalité de débit, à une égalité d'Internet, à une égalité d'accès à la culture, à une égalité d'accès pour les écoles, reviendrait à la louche, c'est-à-dire d'un point de vue supérieur à 400 000 €. Ça amènera à 400 000 €, je ne vais pas vous dire la moitié parce que je ne veux pas faire le Marseillais, mais c'est 400 000 €. Et la mise en service de tout ce débit-là n'est pas projetée sur 10 ans, mais aurait un démarrage, donc les gens auraient le débit chez eux à partir, et dans les écoles aussi, j'insiste, à partir du début 2018, dans 2 ans. Aujourd'hui, si on arrive à s'accorder sur les moyens de trouver ces financements, on peut, début 2018, donner du résultat aux gens dans leur quotidien. Ça va changer beaucoup de choses. Le mécontentement est très important dans beaucoup d'endroits. Voilà, en cas de fusion, j'ai posé la question, en cas de fusion, les projets, les différents, donc j'ai pas eu le résultat, c'était avant lundi, il y a eu des résultats apparemment, mais je vous laisserai les temps. Sont concaténés, c'est le terme technique, donc je l'ai repris, je n'ai rien inventé là-dessus, tout ce que j'ai exposé. Il n'y aurait pas d'augmentation de coûts et pas d'allongement des délais. Donc c'est-à-dire qu'on prendrait les 2 projets séparés qui étaient prévus de toute façon en lancement équivalent.
et il serait mené de front. Merci. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, en ce qui concerne donc Est-ce qu'il y a des remarques peut-être là-dessus? Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse effectivement une réunion spécifique. Mais une réunion spécifique, de telle manière à voir un petit peu comment on peut aller peut-être plus vite et régler, parce que je crois que les obstacles qu'on a bien compris sont financiers. Donc il y a peut-être une organisation à mettre en place et des participations, un petit peu d'ingénierie, comme dit Hervé Gillet. Et je crois qu'avec ça, on pourra arriver à avoir du débit.